de revenir sur la dérive d'Israël sous l'impulsion funeste, dites-vous, de Benjamin Netanyahou. Oui, parce qu'on parle beaucoup des régimes dits libéraux en Europe centrale et ailleurs, et Israël est en train de suivre exactement cette voie-là avec un chef d'État et un gouvernement que l'on peut aussi qualifier d'extrême droite et quasiment de dérive fasciste, donc il est important de faire un point. Alors, premier élément, il y a une crise très importante en Israël aujourd'hui dont on ne parle pas. Les patrons des services de renseignement, notamment du Shin Bet, qui est l'équivalent de la DGSI française, sont aujourd'hui sur la sellette. Un certain nombre de rapports sont sortis sur le fait qu'avant le 7 octobre, Netanyahou avait essayé de parvenir à un arrangement civil avec le Hamas, qu'il avait refusé l'assassinat du chef du Hamas dans la bande de Gaza. Donc tout ça commence à sortir sur les chaînes publiques. En réaction, Netanyahou a accusé les anciens patrons du Shin Bet et l'actuel patron du Shin Bet de chercher à le déstabiliser. Il a même dit qu'il était victime d'une extorsion criminelle de leur part. Et il les a accusés de déstabiliser son gouvernement. Hier encore, il a accusé le Shin Bet d'avoir enquêté sur le ministre d'extrême droite totalement suprémaciste qui est Ben Gvir et qui est responsable de la sécurité nationale. Donc tout ça entraîne une crise assez profonde. Les anciens patrons du Shin Bet et notamment Argaman a déclaré que s'il n'y avait pas de démocratie en Israël, ben, l'État ne servait à rien. Il est allé assez loin puisqu'il s'est dit prêt à faire des révélations sur la période du 7 octobre à l'encontre de Netanyahou et de sa politique qui a consisté, selon lui, à renforcer le Hamas de 2014 à 2023. Donc ce sont des menaces très directes. En réaction, on a vu Netanyahou déposer une plainte auprès de la police, qui est quand même assez extraordinaire, considérant que l'État de droit n'était pas respecté et que les anciens patrons des services allaient révéler des informations secrètes. Il a annoncé qu'il allait renvoyer le patron du Shin Bet, Ronen Bar, l'actuel patron. Ça a été fait à l'unanimité par le gouvernement, mais la justice a suspendu cette mise à pied. Plus de 150 généraux et anciens patrons des services de renseignement et officiers de l'armée ont fait des lettres de soutien à Ronen Bar, donc le patron de la sécurité intérieure. Donc on est vraiment dans une crise très importante. Un certain nombre de journalistes israéliens disent que même si le pays est habitué depuis longtemps à des scandales financiers, corruption, détournement de la démocratie, là ça atteint des proportions très importantes. Mais ils ont cette image de dire c'est un petit peu comme la grenouille dans la casserole que l'on fait chauffer progressivement. Eh bien, chaque nouveau scandale est plus important que le premier. Puis la société israélienne, à leurs yeux, ne réagit pas assez. Le chef de l'opposition a appelé à des manifestations majeures si le gouvernement continuait à s'obstiner dans cette voie. Et très honnêtement, il y a une perception très forte aujourd'hui en Israël de cette dérive démocratique, de cette dérive autocratique, avec un premier ministre qui dépasse toutes les bornes, un gouvernement, il faut le redire, que nous qualifierions en France, si nous l'avions, d'un gouvernement d'extrême droite suprémaciste aujourd'hui. Et donc, la conclusion, c'est que beaucoup considèrent qu'on est rentré dans une logique de démocratie libérale et illibérale, quasi autoritaire, comparable finalement, alors disent-ils, à la Hongrie et à la Turquie. J'ajoute deux autres éléments importants, c'est qu'il y a avant-hier un haut fonctionnaire du bureau du Premier ministre a été lui-même arrêté pour avoir reçu un message d'un militant antigouvernemental. Voilà, on est aussi dans l'abus du droit, sur la détention des personnes. Et puis, c'est plus important, les anciens patrons du Shin Bet, que ce soit Ronen Bar ou Argaman, ont déclaré tous les deux que la nouvelle offensive dont on va reparler, qui a été lancée à Gaza il y a quelques jours, révélait le véritable objectif de Netanyahou, c'est sa survie politique par la guerre et par une guerre sans fin, et afin de rétablir Ben Gvir au gouvernement. Et finalement, pour moi, ça fait un lien direct avec ce que l'on vient de voir dans l'émission que vous avez animée, où les dirigeants européens utilisent la guerre pour essayer de consolider leur pouvoir et une Europe supranationale. Et bien, finalement, on s'aperçoit que Netanyahou ne fait pas autre chose aujourd'hui en Israël pour se maintenir aux affaires. Alors, juste avant que vous n'abordiez la question directe de ce qui s'est passé à Gaza, évidemment, préciser que le Shin Bet, c'est le service
services de renseignement israéliens, et que donc on voit bien là, c'est des gens qui ont évidemment quand ils menacent d'avoir de révéler certaines informations sur Benjamin Netanyahou, ils ont a priori des informations de premier ordre. Hein. Donc ça peut vraiment. Vous pensez que ce ne sont que des menaces ou ils peuvent vraiment divulguer ces informations? Pour la première fois, vu l'ampleur de la crise interne, moi je commence à acquérir la conviction qu'il semble capable de le faire. Il faut rappeler que Netanyahou a quasiment rétabli une forme de censure, puisque le grand journaliste de gauche, Haaretz, Oui. qui défend la démocratie, s'est vu privé de tous ses contacts avec les autorités gouvernementales, même s'il continue à publier. Et puis aussi, il faut rappeler que historiquement, le Shin Bet, donc, qui fait à la fois le contre-espionnage, le contre-terrorisme et la surveillance contre les extrémistes intérieurs en Israël, a toujours été finalement presque plus gauchisant que le Mossad ou le renseignement militaire, parce que ce sont des gens, et on a vu de nombreuses interviews d'anciens patrons de ce service, qui, à force de lutter contre les Palestiniens, finissent par se rendre compte, alors qu'eux-mêmes organisent des arrestations et des éliminations, que finalement il n'y a pas d'autre solution que la solution à deux États. Et c'est donc toujours le service qui a été le plus proche finalement des actions pas de paix, mais de promotion d'une forme de négociation et de réflexion sur l'avenir de l'État hébreu. Par une forme de principe de réalité, en fait. Alors, allons sur la question, évidemment, de Gaza et cette dernière opération lancée par Benjamin Netanyahou. Oui, la semaine dernière, de nouvelles frappes ont été lancées par Tsahal sur Gaza. Plus de 500 morts, dont près de 200 mineurs. Ce sont les frappes qui ont fait le plus grand nombre de morts depuis le début octobre. Il y a eu aussi 600 blessés. Le but officiel, bien sûr, de Netanyahou, c'est de faire une nouvelle fois pression sur les islamistes du Hamas pour libérer les otages et pour parvenir, je dirais, à leur réduction. Mais toutes les familles des otages en Israël sont vent debout contre cette pratique parce que considère qu'au contraire, ça va accélérer l'exécution ou la mort des otages, parfois même sous les bombardements. Bah oui. Voilà, ce qu'il faut quand même, j'insiste sur ce point, c'est que les frappes qui ont été déclenchées ces derniers jours sont les plus importantes depuis novembre 2023. Alors, le président israélien Isaac Herzog, qui a un rôle, on va dire, d'un président de la 4e République pour faire une comparaison avec notre pays, c'est lui-même a pris la parole. Il s'est déclaré extrêmement troublé et gêné par les frappes qui avaient été reprises à Gaza. Il a jugé qu'il était impensable de poursuivre les combats tout en poursuivant la mission sacrée qui consiste à libérer les derniers otages. Beaucoup d'organisations humanitaires aujourd'hui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de la politique de Netanyahou. Médecins sans frontières, Human Rights Watch, ils considèrent que c'est une politique génocidaire, hein, le terme est vraiment employé, et voilà, et bien sûr, beaucoup d'observateurs internationaux dénoncent cette politique de frappe et d'expansion territoriale d'Israël à Gaza, et malheureusement, il est présenté de manière beaucoup trop simplificatrice par les pays occidentaux. Oui. Alors, je pense qu'il est important de revenir sur les chiffres. Hein. On se souvient des massacres du 7 octobre, environ 1200 morts, 400 militaires, 800 civils. Alors bien sûr, sur les militaires, on peut considérer que ce sont des actions de guerre lancées par une organisation islamiste contre l'État hébreu, c'est acceptable. Par contre, les 800 civils, ce sont bien sûr et les 250 otages, là on est vraiment dans l'acte terroriste pur et dur. Par contre, si ces atrocités sont dénoncées et doivent l'être, on oublie de dénoncer celles qui ont été commises finalement en réaction par l'État hébreu. Près de 50 000 morts, personne ne nie ce chiffre, d'autres disent beaucoup plus. Ça veut dire qu'on est dans un rapport de 1 à 40 entre les victimes du 7 octobre et la réaction israélienne. Alors que cette réaction ait été fondée, qu'elle ait une part de légitimité, c'est évident, mais la disproportion est totalement inacceptable, encore une fois, surtout de la part d'une démocratie qui se comporte là comme un État faisant une véritable épuration ethnique. Oui. Alors, c'est très important, je pense, de faire ce que vous faites, c'est-à-dire rappeler les chiffres et les informations sur le sujet. Quelles sont les réactions alors, dans les différents pays voisins et ensuite, allons plus du côté européen et français, mais commençons peut-être sur les pays voisins. Déjà, il faut rappeler que Israël continue aujourd'hui ses tentatives de colonisation en Israël, a repris des frappes au Liban et en Syrie, où les frappes se multiplient aujourd'hui de manière constante, sur lesquelles on ne dit rien.
Poutine ferait la même chose sur un pays voisin, comme en dehors de la guerre en Ukraine, eh bien tout le monde hurlerait, mais aujourd'hui personne ne dit quoi que ce soit. Même le ministre israélien de la Défense a annoncé qu'Israël resterait indéfiniment sur une partie du territoire syrien dans la zone du Golan. Eh Mm. ben, par rapport à ça, on est frappé par la passivité des réactions internationales et européennes en particulier. Alors, bien sûr, nous avons une solidarité historique et je dirais fondée avec l'État hébreu en raison de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il faut rappeler que l'armée israélienne a tué plus de 45 000 civils. Il y a 50 000 morts, mais on pense qu'il y a 45 000 civils en 18 mois à Gaza, alors que les Russes n'en ont tué que à peine 30 000 en 3 ans en Ukraine. Les Américains leur apportent toujours leur soutien, livraison d'armes, soutien politique. L'Allemagne, et ça c'est important, a formellement déclaré qu'il était légitime finalement que les infrastructures civiles soient prises pour cible, ce qui est absolument inacceptable. Les Pays-Bas eux-mêmes ont pris position contre la Cour pénale internationale qui parlait de génocide. La Suisse elle-même lutte contre la structure des Nations Unies qui est l'UNRWA, qui fournit assistance et protection aux Palestiniens, même s'il y a effectivement des exemples de dérives. La France, qui se targue de son indépendance, finalement s'est alignée sur les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc là, on ferme délibérément les yeux sur un certain nombre d'exactions commises par les Israéliennes. On est incapable de faire un juste milieu entre une réaction qui pouvait être légitime et les excès qu'il convient de dénoncer. Et c'est quand même quelque chose de très grave. Alors, je ne rentre même pas dans le débat sur la question de est-ce que c'est un génocide ou pas un génocide, parce que les juristes se déchirent sur le sujet. Mais en tout cas, on assiste bien à une forme d'épuration ethnique qui n'est pas acceptable. Et je terminerai sur un point. Je rappelle, puisqu'on parle de génocide, que l'État hébreu n'a jamais reconnu lui-même le génocide des Arméniens de 1915, ce qui montre une certaine forme de partialité sur ces questions-là, qui est tout à fait critiquable. Oui, c'est intéressant et peut-être rappeler qu'Israël est allié de l'Azerbaïdjan, qui Alors voilà, justement voilà, envahit cette question l'Arménie. arménienne, c'est essentiel. Israël continue à livrer des armes et à acheter du pétrole en Azerbaïdjan, un régime qui a bien sûr chassé les Arméniens de leurs terres historiques du Haut-Karabakh, et finalement ce que nos amis et alliés israéliens sont en train de faire en Cisjordanie sous nos yeux. Donc une forme de génocide, des géométries variables. Merci beaucoup Éric Denessé